Pour la session, on va retirer nos masques pour que ça soit mieux pour la captation vidéo. Donc si vous êtes mal à l'aise avec ça, n'hésitez pas à nous en faire part. Eh bien, on va partir pour cette première session de la journée. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez eu votre café. On va parler d'un sujet très sympa et j'ai l'honneur d'être accompagné de Nicolas de Suez qui va parler d'un cas d'usage qu'ils ont implémenté avec nous. Alors avant, on va se présenter quand même pour cette session. Donc moi, je suis Jean-Pierre Riel. Je m'occupe de divers sujets, de data, d'IA, d'IoT, globalement d'innovation dans une société qui s'appelle Avanade et qui est le premier intégrateur mondial de solutions Microsoft. Et Nicolas, je te laisse te présenter. Et donc, je m'appelle Nicolas Cornet, donc moi je suis en charge du data engineering au sein du groupe Suez. Et donc je vais vous présenter en fait un retour d'expérience sur l'implémentation d'un cas d'usage d'intelligence artificielle, algorithme de computer vision en Edge au sein de site industriel Suez. Mais d'abord, je vais laisser la parole à Jean-Pierre pour présenter quelques concepts. Exactement, on va juste poser le décor pour voir un petit peu de quoi on parle. Et évidemment, l'idée, ça va être de voir comment ça a été implémenté chez Suez, avec toutes les péripéties qu'il y a pu avoir sur tout ça. Donc, déjà, la première des choses, alors évidemment, on nous le rabâche depuis des années. On sait très bien que l'intelligence artificielle est créatrice de valeur. Le meilleur moyen, finalement, l'idée, c'est pas de prédire l'avenir, hein, c'est de le rendre possible. Hein, c'est de Saint-Exupéry qui disait ça. Et donc, moi, je le traduis par se créer des opportunités. Et on sait très bien que finalement, dans un monde de plus en plus compétitif, difficile, pour justement dégager de la valeur, il faut créer ces opportunités. Et là, en l'occurrence, ici, on va montrer justement comment, en se donnant les moyens de mettre en place de l'intelligence artificielle, on peut créer de la valeur sur une chaîne de production, en l'occurrence chez Suez. Mais en fait, cet adage, vous pouvez le mettre sur tout un tas de use cases. Normalement, vous avez forcément quelque chose qui s'applique à votre industrie, à votre entreprise. Alors, on se crée des opportunités avec l'IA, mais l'IA, c'est bien vaste. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une discipline de l'intelligence artificielle qu'on appelle le computer vision, ou tout simplement le computer vision, c'est assez simple, c'est qu'on a un stimuli qui nous vient d'une caméra, donc ça peut être une vidéo, ça peut être une image, et l'idée c'est de la transformer en information. Évidemment, cette information, elle va être utile pour faire de l'analyse à froid, de l'analyse à chaud, lever une alerte, etc., etc. Donc on verra le use case qu'on a mis en place chez Suez. Mais la computer vision, aujourd'hui, est extrêmement mature. Derrière ce qu'on appelle le deep learning, les réseaux de neurones, on a des choses qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, il y a plein aussi d'autres familles d'algorithmes qu'on va pouvoir utiliser quand on fait du computer vision. Donc on est quand même sur un monde déjà assez large et qu'il faut maîtriser technologiquement. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir confiance finalement à l'intelligence artificielle, parce qu'il y a toujours la question, même si évidemment au fil des années on l'a de moins en moins, c'est se dire, bon, finalement, c'est fiable comment cette histoire de computer vision? On nous prédit que ça va tout voir, tout reconnaître, etc. Mais où est-ce qu'on en est? Alors globalement, sur ce sujet en particulier de la computer vision, on a quand même atteint, alors là j'ai mis un peu des articles qui se veulent un peu sensationnalistes avec ce fameux terme de dire que ça a atteint la parité avec l'œil humain. Alors je vous rassure, hein, une vision d'ensemble et comprendre tout le contexte, les lumières, etc., c'est encore un petit peu difficile pour un ordinateur. Mais si finalement on focalise sur des éléments, individuellement, des personnes, une chaise, etc., je vais avoir quelque chose qui va être extrêmement puissant, qui est capable de reconnaître des objets. Et en plus, on va bien plus loin, c'est-à-dire que ce n'est pas juste de dire, j'ai vu ici, on a un exemple avec un chat, c'est qu'on va avoir aussi des éléments de contexte comme il ferme les yeux, il est assis, etc. Donc on a quelque chose qui est extrêmement puissant. Et si on regarde la date des articles, hein, c'est 2016, 2015, 2020, on est sur quelque chose qui est encore en train de s'améliorer. Il n'y a qu'à voir, Microsoft, Facebook, Google, tous mettent des milliards dans leurs recherches pour augmenter les performances de cette computer vision. Alors, il y a eu en computer vision, finalement, une technologie, alors vous l'avez vu, hein, ça s'appelle YOLO, hein, avec la personne qui l'a créé, mais qui finalement a changé la donne. C'est que finalement, on arrive, en regardant une seule image, à faire de la classification, et vous voyez finalement comment l'ordinateur perçoit un film. Alors, c'est un petit peu accéléré, hein. On peut arriver à ces perfs-là, mais il faut une grosse machine. D'ailleurs, on aura peut-être certainement l'occasion de reparler de performance. Mais l'idée, hein, c'est que finalement, un ordinateur, une usine, une chaîne de production
arrive à avoir ce niveau de perception. Donc ce niveau de contextualisation. Là, ici, on voit des personnes, des objets, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre ça et de se dire, si j'ai ça sur ma chaîne de fabrication, après, j'ai plus qu'à utiliser les informations qui arrivent après. Autre point, on parle évidemment d'intelligence artificielle. Moi, je viens du monde du software, donc habitué à faire du développement, à coder de l'IA. Mais il y a quand même quelque chose qui existe depuis très longtemps dans l'industrie, ce qu'on appelle le machine vision. Il faut bien faire la différence entre les deux. C'est que souvent, on se dit, bah, c'est facile avec l'IA, je peux tout faire, je peux tout implémenter. C'est pas faux. Mais en fait, il y a des choses des fois simples. Si simplement on veut juste repérer une hauteur de surface ou faire certains contrôles, on a des choses qui existent depuis des dizaines d'années. Donc il va aussi falloir faire la différence. Où est-ce qu'on le met, ce computer vision? Dans quel cas d'usage on va avoir besoin de l'intelligence artificielle et de technologies comme YOLO que j'ai pu vous montrer. Parce qu'il y a tout un tas d'autres technos qui alors transforment de l'analogique en numérique. Hein. Si on prend la spectroscopie, finalement, c'est un peu prendre une photo avec un appareil un petit peu spécial. Mais encore une fois, on transforme une image en des pixels, puis ensuite, ces pixels, une information. Mais pensez bien, on n'est pas forcément obligé de faire du computer vision ou de l'IA avancée quand il s'agit de finalement faire voir quelque chose à une machine. Donc c'est des choses aussi à prendre en compte quand on construit une solution. Maintenant, c'est bien beau. On sait, on va partir sur un algorithme de computer vision pour résoudre un cas d'usage. Je fais durer un peu le suspense, hein, on va tout de suite voir après ce qu'est ce cas d'usage. Mais mine de rien, on parle de l'IA. Alors l'IA, c'est assez facile quand on est dans un bureau avec un ordinateur assez puissant, quand on est en train de développer, tout paraît bien. Mais finalement, dans le monde de l'industrie, et quand on va devoir appliquer ce cas d'usage sur le terrain, hein, vraiment mettre ça dans une machine, dans un robot, dans une caméra à l'extérieur ou à l'intérieur de l'usine, on va se confronter à tout un tas de contraintes qu'on va devoir traiter. Et justement, on reviendra sur ces contraintes, hein, on les illustrera évidemment avec le cas d'usage. Je ne vais pas les détailler, l'idée n'est pas de vous faire un cours d'IoT ou autre, mais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on essaye toujours de trouver un équilibre savant entre d'un côté les devices, où là j'ai des contraintes industrielles, des contraintes hardware, ça peut être le prix, ben voilà, mon use case n'est pas valable si je dois mettre $2000 ou $10 000 dans du compute. Peut-être que ça doit tourner sur un microcontrôleur qui va coûter moins de $5. Ça peut être des problèmes de radiation, de chaleur, d'espace, enfin bref, toutes les contraintes qu'on a sur le terrain et que vous connaissez. D'un autre côté, on a d'autres contraintes. C'est que ça, il va falloir l'administrer, il va falloir faire vivre, il va falloir le mettre à jour, gérer la sécurité, surveiller la sécurité, parce que la sécurité, c'est pas juste on le fait une fois. Hein, la sécurité, c'est tous les jours, ça doit être actif. Donc on a des contraintes d'ailleurs qu'on sait très bien gérer quand on est sur le cloud. Donc l'idée, ça va être de trouver l'équilibre entre les deux. Et entre les deux, on a un truc qui s'appelle le edge computing. Vous avez certainement entendu parler de ça. Le edge, il est un peu entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'on met tout sur le device, ça ne veut pas dire qu'on met tout sur le cloud. Globalement, on va avoir quelque chose qui va être un petit peu entre les deux. Ce qu'il faut retenir, c'est cette alchimie. Hein. C'est de se dire, on va avoir tout un tas de contraintes à gérer. Si je laisse les data scientists travailler tout seuls, ils vont faire quelque chose à l'état de l'art dans le cloud, et ils vont le faire très très bien. Si je me base sur mes contraintes industrielles, pareil, je vais avoir des gens qui vont faire des choses très bien qui s'intègrent à mon outil de fabrication, mais qui par contre ne seront peut-être pas à l'état de l'art de ce qu'on peut faire du computer vision. Donc tout le savant mélange, il est de trouver ça, et on verra comment Suez, en tout cas, a résolu ça. J'aime bien l'imager différemment, c'est de se dire que finalement, on doit passer d'une carte graphique qui est faite pour les serveurs. Alors s'il y a des gamers parmi vous, vous devez reconnaître un peu les... Alors non, c'est pas les toutes dernières, ça a l'air un peu vieille cette image, mais de quelque chose qui coûte assez cher, qu'on met et qui va nous donner toute une puissance de calcul. Comment on fait pour miniaturiser et arriver à ça? Ça, c'est un vrai challenge, et c'est finalement ce qui a été un sujet qui nous a pas mal occupé. Bon, l'autre vision, ça vous connaissez, hein, c'est que finalement, plus on est petit, moins on a de possibilités, de capabilities sur le device. Et évidemment, on va essayer de monter. Et donc, bien sûr, mon analogie de dire on va descendre ça sur un petit MCU qui coûte $5, bien évidemment, la vérité est entre les deux. Et d'ailleurs, à ce salon, vous avez énormément de gens qui fabriquent, qui fournissent ce type de matériel. Alors, on va quand même revenir sur notre IA, quand même. Donc on voit bien qu'on a cette contrainte de trouver le juste milieu. Et en fait, l'IA a quand même une particularité quand on doit traiter tout ça, c'est que la première des choses, c'est que ça nécessite de la puissance de calcul. Malheureusement ou heureusement, enfin bref, chacun fera son avis, c'est que, alors je ne parle pas de l'entraînement de l'IA, ça évidemment on le fait tranquillement sur le cloud,
avec des ressources ad hoc. Mais quand on est sur le terrain, on a quand même besoin de puissance pour justement faire ce qu'on appelle l'inférence. Donc ça, c'est le premier postulat. Et qui dit puissance dit forcément consommation électrique, autonomie, une puce un petit peu plus grosse, un petit peu plus lourde, etc. Donc ça, c'est l'un des premiers postulats. Le deuxième, c'est que on peut se dire, bon, ok, admettons, j'ai ça, je vais aller voir un fabricant de puces et je vais lui demander. Sauf qu'en fait, on a un écosystème extrêmement large, les fabricants de puces. Alors évidemment, je vais montrer NVIDIA, vous connaissez tous NVIDIA. On en reparlera dans le retour d'expérience, mais il y a NVIDIA, mais il n'y a pas qu'NVIDIA. Il y a même des fabricants de puces très spécialisés qui ne font que des chipsets dédiés à l'IA pour la production. Donc ça, c'est le niveau des puces. Et entre les deux, on a en fait tout ce qui est lié à l'IA. Je ne vais pas vous faire un cours d'intelligence artificielle, mais globalement, notre problème, c'est qu'il faut aligner tout ça. C'est que si j'ai choisi ma puce en amont, je vais devoir aligner tout mon développement d'IA en fonction de cette puce. Si je choisis NVIDIA, je vais devoir choisir un framework d'inférence NVIDIA qui lui-même va s'appuyer sur un framework d'entraînement NVIDIA et je dois tout avoir en NVIDIA. Et ça marche. C'est pareil chez Google, c'est pareil chez Intel, c'est pareil chez Qualcomm. On va devoir aligner tout ça. Donc l'idée, c'est de trouver les solutions pour retirer cette dépendance ou en tout cas la simplifier. Et pour ça, en fait, ce qui va bien nous aider, c'est d'avoir finalement une plateforme d'intelligence artificielle et les compétences qui vont bien pour pouvoir s'amuser à faire ça. Mais on en reparlera justement quand on parlera de comment on a fait pour prendre l'IA, il ne faut pas que je dévoile la suite, hein, l'IA qui est chez Suez, et comment on fait pour la descendre directement sur la chaîne de fabrication. Enfin, dernier point, et on aura posé un petit peu tout le décor qui va finalement baliser le retour d'expérience de Nicolas, c'est que en fait on est dans un monde, alors peut-être que vous avez déjà entendu ce terme, je pense que oui, parce qu'on l'entend quand même partout, alors pas encore au journal de 20h, mais le mot DevOps, en fait, donc l'idée, hein, c'est simple, c'est de se dire, on perd plus de temps pour le déploiement, on va tout simplifier, c'est-à-dire que globalement, si je tire un trait, un énorme raccourci, c'est que le développeur, il appuie sur un bouton pour faire son algo, hein, donc en IA, on va parler d'entraînement, bing, il y a une petite lumière verte qui dit, ça y est, j'ai terminé, c'est cuit, on fait les tests, tout est automatisé, et ça va presque sur la chaîne de production directement. Alors là, en général, s'il y a des gens qui gèrent des chaînes de prod, ils disent hop, 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 on ne fait jamais ça en vrai. Évidemment, l'idée, c'est de mettre des éléments de passage entre les deux. Mais l'idée, c'est évidemment de ne pas perdre de temps, avoir quelque chose qui va être très industrialisé sur le déploiement. Et c'est un point très important parce que c'est ce qui est vecteur d'accélération. Je vous parle, vous le savez très bien, le time to market, d'autres visions aussi, le fail fast, hein, s'apercevoir très vite qu'en fait, on a quelque chose qui n'est pas viable sur le terrain. Donc pour ça, il ne faut pas perdre de temps sur toutes ces phases d'industrialisation. Je mets un dernier slide, c'est que finalement, pour essayer de résoudre ces problématiques-là, la balance entre justement aller sur le device, au plus proche du device, ou aller sur le cloud, donc ce fameux edge computing, la balance entre le choix de mon chipset spécialisé IA et tout ce qu'il faut pour mes data scientists pour qu'ils puissent développer sur ça, cette fameuse industrialisation, la remontée d'informations, il manquait un petit bout, la remontée d'informations, parce que l'idée, c'est pas de déployer quelque chose en production, mais de ne pas avoir le retour, c'est très important, on fait d'ailleurs ça pour ça souvent. L'idée pour accélérer ça et permettre ça, c'est d'utiliser une plateforme IoT. Alors nous, en l'occurrence, on a choisi une qui est celle de Microsoft, mais c'est d'avoir une plateforme IoT, c'est de construire cette plateforme qui va vous permettre l'industrialisation, l'alignement, le edge versus le cloud, et évidemment, d'accélérer, de créer ces opportunités qui vont vous permettre de mettre de l'IA et de l'IoT sur le terrain et dans vos entreprises pour faire ça. Alors vous dites, bon c'est bien, on n'a que de la théorie, il faut que j'achète une plateforme, etc. L'idée c'est évidemment de montrer sur tous ces marqueurs, de venir et que Nicolas nous explique un petit peu justement ce cas d'usage, comment on s'est pris la tête, hein, j'ai choisi l'illustration qui allait bien, avec plein de stickers de développeurs, comment on s'est pris la tête pour finalement mettre de l'IA sur la production. Alors avant, peut-être quand même présenter Suez, même si je pense que les gens connaissent, mais je te laisse représenter les métiers de Suez. Il y a quelques mots de contexte. Donc, le groupe Suez, c'est un des leaders mondiaux des services à l'environnement. Ce qu'on entend par service à l'environnement, c'est tout ce qui est par exemple gestion de l'eau, dépollution des sols, qualité de l'air, mais aussi tout ce qui est recyclage et valorisation des déchets. Et en l'occurrence, alors je suis désolé pour le cas d'usage qu'on a pris, hein, c'est moins glamour que James Bond. Ce sera un cas d'usage dans la gestion des déchets. Donc je vais vous présenter dans les grosses lignes soit à quoi ça ressemble.
Je m'excuse par avance, je ne peux pas vous détailler avec précision le cas d'usage parce qu'on considère que c'est un avantage concurrentiel de Suez, mais dans les grosses lignes, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, on va venir réaliser en fait des contrôles qualité via des caméras qu'on a installées au sein de sites industriels Suez. Grosso modo, l'application, elle ressemble à ça. Alors, pour les techniques, on peut le détailler puisque c'est assez standard. Chez Suez, toute la data science tourne autour de la plateforme CodeAI, qui est la plateforme de data science group, que vous voyez en haut à gauche. C'est sur cette plateforme-là que tous les data scientists développent leurs algorithmes de machine learning, notamment tous les algorithmes de computer vision. Ces algorithmes, ils sont ensuite déployés dans ce cas d'usage-là via, c'est une plateforme qui est au niveau du cloud Azure, qui est full Microsoft, Azure Machine Learning et puis Azure DevOps, et on pousse ces fameux algorithmes de computer vision via Azure IoT Hub sur le PC industriel qu'on a installé à l'intérieur du site industriel. Ce PC industriel est lui relié à des caméras. Ces caméras filment en continu des déchets. Et en fait, on exécute en temps réel les algorithmes de reconnaissance computer vision pour faire certains contrôles qualité sur ces déchets qui passent en temps réel. Ces algorithmes réaliser des mesures de qualité qui sont ensuite retournées toujours en temps réel au niveau du cloud Azure sur une plateforme de processing temps réel qui va venir les consolider, les agréger pour venir les afficher à l'arrivée sur l'interface de l'utilisateur, ce qu'on appelle une interface d'hypervision, qui est en fait à la main du responsable de site et également accessible depuis n'importe quel employé Suez travaillant sur le domaine des déchets. En complément, on vient également extraire les données IoT d'un certain nombre de capteurs au niveau des capteurs infrarouges, des PLC, pour venir en fait avoir une vision plus exhaustive de la performance du site. Et tout ça est mis dans la même interface d'hypervision. Exactement. Alors le lien entre les deux, ce qu'on appelle la continuité digitale ou continuité numérique pour être plus précis, qui permet justement de faire en sorte que tout le monde profite de l'information qui est en local, qu'avant seule une personne sur le terrain pouvait bénéficier ou voir. Alors on va revenir un petit peu à l'origine, parce que là évidemment vous avez la version telle qu'elle est dans sa phase de déploiement, mais on va essayer de revenir. Tu parlais donc de cette plateforme CodeAI. Alors la première des choses, c'est finalement de comment est née l'idée, c'est quoi le point de départ finalement de ce type d'algorithme qui arrive à la fin en production. Alors pour trouver les idées, ces idées en fait d'algorithmes de data science au niveau du groupe Suez, on a un programme qu'on a appelé le Digital Hub, puisqu'en fait le groupe Suez est un groupe décentralisé. En fait, on va proposer aux différentes business units du groupe d'émettre des propositions de projets innovants, des cas d'usage innovants via data science ou autres, qui ensuite vont être triés par un jury qui va sélectionner finalement les cas d'usage qu'on pense les plus intéressants pour la compagnie. Et ensuite, on va venir accélérer avec un partenariat entre les fonctions centrales et les business units durant 6 mois ces cas d'usage pour essayer de démontrer la valeur que ces cas d'usage peuvent apporter. Le cas d'usage que je vous ai présenté est passé par ce programme-là et du coup a été accéléré, a été sélectionné et accéléré. Alors, donc ce que je dis, c'est que CodeAI, ce n'est pas juste une plateforme technique, tu as donné 2-3 mots de briques techniques, mais en fait, ça commence avant tout avec de la gouvernance. Par exemple, est-ce que c'est grâce à ça? Parce que le grand classique qu'on a avec les Digital Factory, qu'on voit chez des clients, c'est les doublons. C'est que finalement, on s'aperçoit qu'en Argentine, il y a une équipe qui a fait exactement le même projet, puis après, il y a bagarre pour savoir lequel est mieux. Comment vous avez géré ça, cette gouvernance? Oui, on avait la même problématique chez Suez, qu'on a résolu grâce à cette plateforme CodeAI. Donc la plateforme CodeAI, c'est vraiment la plateforme où je fais mes prototypes en tant que data scientist, qui me permet d'industrialiser mes prototypes en application de production, mais c'est aussi un portail qui me permet d'avoir la vue exhaustive de tous les cas d'usage de data science qui sont développés au niveau du groupe. Donc ça nous permet de faire de la gouvernance au démarrage d'un projet. Via ce portail et son moteur de recherche, je peux trouver qui d'autre dans la compagnie a déjà adressé un sujet similaire. Et si ce cas a déjà été adressé, du coup, on peut être mis en contact avec l'équipe qui a fait le projet similaire et pouvoir partager le code, voire faire la collaboration inter-équipe, inter-business unit pour faire avancer ces algorithmes. Donc c'est vraiment une plateforme collaborative qui évite de réinventer la roue si quelqu'un dans la compagnie a déjà en fait commencé à adresser le sujet. D'ailleurs, le code CodeAI, c'est pour collaboration. Exactement. C'est même le point de départ de la plateforme a été cet aspect de gouvernance collaboration d'ailleurs. Exact. Alors, tu disais, donc, le cas d'usage est trouvé, il a été validé. Maintenant, on peut partir sur cette phase de prototypage.
qu'est-ce qui a été évalué en premier lieu sur le prototype? Alors, sur ce cas d'usage de contrôle qualité en production, ce qu'on a voulu évaluer dans un premier temps, c'est est-ce que finalement on était capable de faire ce contrôle qualité via des algorithmes de computer vision. Donc les data scientists ont travaillé justement sur des premiers modèles, sur les premiers 6 mois, pour démontrer qu'en effet, il était possible, via des algorithmes de computer vision, de réussir à avoir les indicateurs de qualité qu'on souhaitait sortir au niveau métier. Par contre, à la sortie de ces 6 mois, on avait encore un doute sur la performance de ces contrôles versus les contrôles qui étaient faits manuellement à l'époque par le métier. Et du coup, on a enchaîné avec une deuxième période de 6 mois pendant lesquels les data scientists ont peaufiné, affiné, amélioré en fait le modèle jusqu'à obtenir des performances qui étaient au-delà de ce qui était attendu par le métier. Donc 2 aspects, la faisabilité technique déjà, est-ce que c'est pas de la science-fiction? Et le deuxième, c'est est-ce que c'est réellement, est-ce que c'est un intérêt réel sur le terrain face à cette fameuse parité avec l'être humain? Exactement, ouais. D'un point de vue IA, donc moi j'ai parlé de computer vision au sens large, c'est ces techniques qui ont été utilisées? Oui, donc dans ce cas d'usage de contrôle qualité, ce sont bien des algorithmes, donc de modèles de machine learning, de computer vision, donc derrière c'est du deep learning qui a été employé en fait pour faire de la détection de déchets sur des images et leur classification, ce qui nous permet d'assurer le contrôle qualité derrière en fait. Exact. Alors, vous le savez, pour faire de l'IA, il faut de la data. Là, en l'occurrence, quand on est en phase de prototypage, on est encore loin de la fin. Avec quel type de données on fait pour que ça ait un sens? Alors, quand on est en phase de prototypage, on est un peu en mode MacGyver pour essayer de réussir à sortir et capter les données. Typiquement, ce qu'on a fait sur ce projet-là, c'est qu'on a simplement pris une caméra, qui est une GoPro, je crois, qui avait été utilisée, qu'on a essayé de fixer sur le bon angle pour essayer de filmer correctement les déchets. On s'est assez rapidement rendu compte que la luminosité était très importante dans les mesures de qualité qui étaient ressorties. Du coup, on a rajouté un éclairage pour avoir une luminosité constante en fait, sur toute la période de prise de données. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tourner la caméra pendant des heures et des heures. On a récupéré ces vidéos. Ces vidéos, on les a remontées sur notre plateforme de Data Science Group, donc la plateforme Codai. On a fait appel à une société externe de labellisation. Donc on a découpé les vidéos en images qu'on a fait labelliser par cette compagnie externe. Et ensuite, c'est à partir de ces photos et labels qu'on a entraîné les différents modèles de machine learning. Exact. Alors, est-ce qu'il y a eu des challenges particuliers, hormis ce côté MacGyver, est-ce qu'il y a eu des ratés ou Alors, sur la période de prototypage, donc, voilà, le fait de réussir à monter et filmer correctement en fait, ces algorithmes parce qu'on n'avait pas le matériel en fait, disponible, du coup, on a dû un peu bricoler pour sortir les vidéos. Après, pour le coup, via la plateforme, on a pu assez rapidement en fait, mettre en œuvre les algorithmes, les évaluer. Après, la phase d'après qui était plus compliquée, c'est la partie déploiement, en fait, industrialisation. Ok, justement, on a le prototype, on valide qu'on arrive à avoir quelque chose qui va avoir une utilité sur le terrain, qui en plus techniquement est viable. Alors ensuite, il faut passer à cette phase d'industrialisation. C'est fait dans la foulée, où il y a une petite phase de validation au milieu ou... Dans ce cas précis, on n'a pas industrialisé tout de suite. Alors d'une manière générale, on n'industrialise pas tous les prototypes qu'on réalise. On a plus de 50 prototypes qui ont été développés sur la plateforme Codai. On en a industrialisé 5 de bout en bout à aujourd'hui parce que tous n'ont pas apporté la valeur attendue. Et on industrialise finalement que ceux qui ont un vrai ROI en fait, qu'on est capable de mesurer. Et dans ce cas précis de ce cas d'usage de contrôle qualité sur site, on avait réussi à démontrer du coup que la performance est suffisante pour réaliser ces contrôles qualité, mais le besoin du métier, c'est d'avoir ces indicateurs en temps réel. Du coup, ce qu'on a réalisé, c'est un prototype technique cette fois-ci. En première phase d'industrialisation, on a voulu démontrer est-ce qu'on était vraiment capable en temps réel de réaliser, en fait, ou quasi temps réel, après quelques secondes, de réussir à réaliser ces contrôles qualité. Et c'est là qu'on a monté toute l'architecture que je vous ai présentée sur le premier slide. On est venu du coup déporter les algorithmes en local pour les exécuter sur le PC industriel, pouvoir récupérer en fait par IoT ces fameuses mesures. Donc c'est cette première phase technique qu'on a commencé à faire, notamment avec Avanade, pour tout ce montage très particulier. Oui, alors justement, on voit bien que la contrainte, donc il faut déployer, bon ça, à la rigueur, si on veut juste valider, c'est plus simple, mais la contrainte, c'est ce temps réel ou semi-temps réel.
Alors je sais que évidemment j'ai un peu les réponses. On était sur une performance où il fallait aller à au moins 10-12 FPS pour le coup, ou IPS, inférence par seconde. Finalement, comment on résout cette contrainte? Hop, je crois qu'on a un petit slide pour montrer ça. Eh bien, la problématique qu'on a en fait sur ces cas d'usage, c'est que pour avoir de la performance, on ne pouvait pas générer en fait exécuter les algorithmes de machine learning au niveau du cloud. Parce qu'en fait, les flux vidéo, la bande passante entre nos sites industriels et le cloud n'est pas suffisante pour faire transiter des vidéos ou des photos. C'est pour ça qu'on a dû déporter l'exécution des algorithmes sur des PC industriels installés sur les sites industriels. Et la problématique quand on fait ça, c'est que du coup, on doit acheter du matériel pour faire tourner ces algorithmes. Autant au niveau du cloud, on a une super scalabilité. De façon automatique, on prend les algorithmes, on les dockerise, on les met sur des clusters Kubernetes qui sont scalables. Ça marche extrêmement bien au niveau d'un cloud. Quand on est en fait sur du edge, eh bien, on se retrouve un peu à l'ancienne à devoir acheter un matériel précis pour faire tourner les algorithmes. Et du coup, on doit trouver le bon sizing de matériel pour faire tourner à la performance voulue ces algorithmes. On voulait 12 images par seconde, 12 inférences par seconde. Et donc, on devait trouver le matériel le plus adapté. Il faut savoir que dans les dossiers d'investissement de ce genre de projet, le plus cher, c'est les coûts de déploiement, les coûts matériels. Parce qu'en fait, on ne déploie pas sur un site, mais on déploie sur une multitude de sites industriels. Et donc, on doit acheter le matériel sur chacun des sites. Et du coup, il est très important d'optimiser au maximum ces algorithmes de machine learning pour payer finalement le matériel le moins cher possible au niveau des différents sites industriels. Et du coup, on se retrouve à devoir gérer en phase d'industrialisation ces techniques d'optimisation de ces algorithmes de machine learning. Et il y a deux grosses techniques. La première technique, c'est d'essayer de simplifier le modèle pour qu'il tourne plus rapidement. Technique de pruning telle que c'est affiché sur la gauche. Et sur la droite, ce qui nous a permis de générer encore plus de gains, c'est de convertir finalement le modèle de machine learning pour l'adapter à un modèle bien particulier de carte graphique. En fait, quand on a développé les modèles de machine learning sur Keras, avec YOLO, ResNet, etc., c'était des modèles quelque part génériques, qui n'étaient pas spécifiques à une carte graphique particulière. Quand on a converti ce modèle de machine learning en modèle TensorRT, qui est le modèle le plus adapté sur les cartes graphiques NVIDIA, le gain de performance, c'est un facteur 5. Donc les algorithmes ont tourné 5 fois plus rapidement en fait, en TensorRT que ça tournait dans leur version, dans leur version d'origine. Et pour réussir à faire cette conversion, on passe par le modèle commun Onyx. On prend les modèles, on les convertit en Onyx, on les convertit en TensorRT. Et en faisant ça, ça permet d'avoir des algorithmes qui sont 5 fois plus vite. Et surtout, du coup, ça nous a permis de réduire en fait, la puissance des machines en edge qu'on devait acheter. Exactement. Et donc ça rejoint finalement ce qu'on disait en introduction, c'est de trouver ce juste équilibre entre finalement est-ce que j'investis sur mon matériel ou est-ce que finalement j'investis sur l'état de l'art que mes data scientists ont choisi en sachant que la vérité est forcément entre les deux. Et là, ça nécessite de l'expertise, de la méthodologie parce que les conversions, là on vous donne un exemple, mais des conversions, il y en a, vous faites une combinatoire du nombre de frameworks d'inférence disponibles, de SDK, tous les formats intermédiaires. Donc en fait, il y a une multitude de chemins possibles. Évidemment, c'est un vrai labyrinthe, donc l'idée c'est d'avoir un peu de méthode pour pouvoir optimiser ça et on est très ravis d'avoir trouvé le bon point d'équilibre. Il y a un petit indice sur le slide, finalement on est quand même parti sur une cible NVIDIA pour le coup. Alors, si on va à l'étape d'après, finalement, on commence l'industrialisation, on sait qu'on a quelque chose qui est production ready, qui peut aller sur le terrain. Arrive justement toute la notion finalement de déploiement, d'IoT. Alors je crois qu'il y a eu un contretemps un peu avec la caméra, c'est qu'on s'est aperçu à un moment qu'il y avait un souci à ce niveau-là. Oui. Alors déjà, quand on est passé en fait dans cette phase de début d'industrialisation, on a quand même changé le matériel par rapport au bricolage que vous indiquez au début. On est passé sur une caméra professionnelle, on a fait construire un prototype d'arche pour pouvoir positionner à la fois la caméra et les lumières correctement pour pouvoir filmer de façon homogène l'intégralité de nos flux de déchets. Et en fait, ce qui a été choisi par les équipes techniques sur site, c'était des caméras qui fonctionnaient très bien en fait pour entraîner les modèles de data science. Mais quand on a voulu monter en temps réel, en edge, les algorithmes reliés à la caméra, comme la caméra qui avait été choisie n'était pas compatible RTSP, alors RTSP c'est Real Time Streaming Protocol, qui est le flux protocole standard de communication vidéo,
Comme la caméra n'était pas en fait compatible RTSP, ça nous a posé des problèmes techniques pour l'intégrer avec nos algorithmes d'intelligence artificielle. On a dû rajouter un composant intermédiaire de conversion, etc. Donc on a perdu du temps. Retour d'expérience là-dessus, si vous achetez des caméras pour ce type de use case, vérifiez qu'elle est compatible RTSP, c'est bien plus simple en fait en termes d'industrialisation après. Exactement. En fait, il faut, encore une fois, on est sur une histoire d'équilibre, de contraintes qu'on peut avoir, mais ce qu'il faut retenir, et c'est ça qui est très important de la discussion entre justement les gens sur le terrain, ce qu'on appelle l'OT, Operational Technology, et des gens qui développent du software, c'est que finalement, le juste milieu, il va pouvoir être fait par un petit bout de développement, parce qu'au final, on s'en est sorti en développant quelque chose qui permet de faire au milieu. Et comme en plus on sait le déployer rapidement, ce que je parlais tout à l'heure avec une plateforme, en fait on a résolu cette problématique-là sans avoir à changer toutes les caméras. Alors, en dehors de ce petit contretemps avec les caméras, est-ce qu'il y a un autre retour d'expérience que tu souhaites partager sur le Edge ? Mais après, on sent que les technologies Edge ne sont pas encore 100% matures, hein, puisqu'on a rencontré d'autres limitations. Par exemple, de la façon dont on a développé en fait au niveau du cloud Azure, on a développé tous les algorithmes sur du Linux. C'est comme ça qu'on provisionne en fait les computes sur Azure Machine Learning. Et quand on déploie, mécaniquement, on a déployé nos Docker avec Linux. Et le savoir-faire de maintenance de matériel côté Suez, c'était Microsoft. Donc on a déployé les algorithmes Linux sur un OS Microsoft. Et pour ça, on utilise un composant qui s'appelle eFlow. C'est Edge for Linux and Windows, qui permet quelque part de faire une sorte de virtual machines pour faire tourner les composants Linux sur un OS Windows. Et il s'est trouvé que, parce que c'est pas encore complètement mature, ces solutions, on n'a pas pu, avec ce montage-là, tirer parti de l'accélération de la carte graphique NVIDIA. Le fameux gain de performance que j'ai présenté juste avant, ce fameux facteur 5, qui est quand même énorme, hein, facteur 5 en termes de performance, on n'a pas pu le réobtenir sur cette architecture, parce qu'en fait, les composants Linux dans la VM quelque part eFlow ne permettaient pas en fait de tirer parti de la carte graphique qui était installée du coup sur le Windows. Et du coup, on a dû switcher sur deux matériels pour déployer du matériel Linux en Edge pour bénéficier en fait de cette accélération d'usage du modèle en TensorRT sur carte graphique NVIDIA. Tout ce que je veux dire sur cette histoire d'alignement, il faut bien penser tous les éléments pour prévoir justement ce déploiement. Alors, on a même discuté avec les équipes de Redmond à ce sujet. Malheureusement, ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique et leur timing ne correspondait pas au timing du projet. Donc, on est revenu sur du Linux et trouvé d'autres solutions. Alors, dans les autres retours d'expérience, ou en tout cas problématiques ou bonnes surprises rencontrées, on parle de pénurie de composants en ce moment. Quand on est gamer, trouver une bonne carte graphique, c'est un peu difficile. Alors, justement, quand on a fait le choix de NVIDIA, est-ce qu'on ne se met pas une balle dans le pied ou un boulet à la cheville ? Je pense que c'est général sur toutes les cartes graphiques. C'est pas que les gamers qui ont des problèmes à se provisionner en carte graphique, hein, c'est tout le monde, toute l'industrie. Hein, puisqu'en fait, il y a comme vous le savez, des pénuries en fait, sur les semi-conducteurs, particulièrement sur les cartes mémoire qui sont sur les cartes graphiques. Hein, et donc, in fine, une pénurie dans les cartes graphiques. Il faut compter actuellement entre 3 et 6 mois pour s'approvisionner en fait, en carte graphique. Donc quand on achetait un nombre assez important parce qu'on veut déployer sur de multi-sites, il faut anticiper ces déploiements qui du coup prennent entre 3 et 6 mois juste à approvisionner. Et exactement, et puis c'est encore cette histoire d'alignement dans un choix qui peut être fait. Si le problème c'est la rapidité de déploiement, le choix peut être fait sur, si on vous trouve un fournisseur qui est sur, je sais rien, Qualcomm, Coral, Movidius, c'est finalement de se dire, finalement je vais peut-être justement faire d'autres chemins de conversion, d'autres optimisations pour targeter, pour viser un autre élément. Alors là on a parlé des problèmes, mais quelques bonnes surprises quand même sur l'implémentation et le déploiement et l'IoT. A contrario de ce que je disais en fait sur le composant final de l'Edge, sur la partie déploiement des algorithmes en Edge, ça fonctionne extrêmement vite. Et sur la partie récupération des données par IoT entre l'Edge et le cloud, ça a été monté en l'espace de quelques jours, vraiment extrêmement rapidement. Après, c'est plus des contraintes de sécurité qui complexifient un peu le montage, mais l'architecture de base a été construite extrêmement vite. Ces composants, on voit pour le coup, sont vraiment extrêmement matures et que ça marche extrêmement bien, extrêmement vite. Et grâce au fait que aussi on réfléchit comme une plateforme et pas juste comme un déploiement particulier d'un élément. Alors les suites du projet là, c'est quoi les prochaines étapes, Nicolas ? Donc actuellement, ce projet-là, il est en pilote, donc il est en cours d'évaluation en fait sur un des sites industriels. Une fois que on aura bien vérifié l'adoption avec le métier et qu'on aura bien calé l'interface
l'interface d'hypervision, ensuite ce sera généralisé sur une multitude de sites en France, pour le coup. Ok. Alors, avant d'arriver aux quelques chiffres de la conclusion, et puis si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Il y a quand même une étape, donc on va réélargir, donc à sortir de ce cas d'usage, mais on va revenir sur cette plateforme Code AI. Et il y a un sujet qui tient à cœur parce qu'il est important pour justifier de cette plateforme. C'est une dernière étape un petit peu qui est la commercialisation. Tu l'exprimes comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Oui. Parce que dans les projets de data science qu'on mène chez Suez, il y a évidemment tout un ensemble de cas d'usage qui est l'amélioration de notre performance opérationnelle. Monty d'Operators, comme vous l'avez vu par exemple sur ce cas de contrôle qualité. Mais il y a également, en fait, quand on se rend compte que ces applications fonctionnent très bien en interne, l'étape d'après, pour certains, on peut décider, et c'était le cas pour 2 d'entre eux, de les transformer en version commerciale. Donc cette fois-ci, on transforme cette solution en une digital offer qu'on va vendre à des clients pour qu'ils puissent opérer cette solution, donc un software, et solution métal qui va avec, indépendamment de Suez, mais pour d'autres entreprises qui sont spécialisées en fait, dans la gestion de déchets, ils peuvent bénéficier d'un certain nombre de solutions. Il n'y a pas que le déchet, tous les services environnementaux de manière générale. On l'a déjà réalisé sur 2 de nos projets industrialisés. Et le cas que je vous ai montré de contrôle qualité, on vise évidemment la performance opérationnelle de nos sites, mais si ça marche, rien ne nous interdit l'année suivante, potentiellement 2023, de le transformer en offre commerciale. Rappelez-vous le premier slide, créer des opportunités. Là, en l'occurrence, il y a une opportunité. Alors, je ne sais pas si ça va transformer les métiers de Suez, mais en tout cas, c'est un shift intéressant. Un petit peu de bilan, un petit peu de chiffres pour conclure, et puis après prendre quelques questions. Alors, toujours sur la plateforme en elle-même, il y avait quelques chiffres qu'on avait sur les différents slides, mais si tu devais nous faire un retour, en tout cas une synthèse de cette plateforme et de ce qu'elle apporte à Suez en tant qu'entreprise. Un point important sur tout ce qui est data science, c'est que finalement ces technologies, c'est quand même très moderne. C'est pas si simple à monter en fait de l'industrialisation d'intelligence artificielle. Et en plus, au sein de compagnies qui cherchent à se digitaliser, on a besoin d'investir énormément dans la data sur des tas et des tas de sujets. Donc l'idée, c'est de ne pas disperser en fait nos différents investissements et de capitaliser au maximum sur une plateforme technique. C'est pour ça que tout ce que l'on fait en fait chez Suez autour de la data science tourne autour de la plateforme Code AI, parce qu'on cherche systématiquement à capitaliser sur des fonctionnalités techniques qu'on monte d'un cas d'usage à un autre pour faire en sorte que le cas d'usage suivant soit de plus en plus rapide à monter. Et donc c'est toute la logique de cette plateforme, et c'est pour ça que même si elle est relativement récente, elle n'a que 18 mois, donc 1 an et demi, elle a déjà 50 prototypes qui ont été montés dessus, 5 projets qui sont déjà industrialisés, on a un pipe d'industrialisation en cours, 2 projets qui ont été commercialisés, parce qu'on cherche au maximum, toujours dans cette plateforme, à accélérer et simplifier le plus possible tout le cycle de vie. Donc c'est toute la partie idéation, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait, est-ce que je peux collaborer avec quelqu'un? Faire du prototyping, on peut créer des environnements de prototyping en quelques minutes. Et ensuite la partie industrialisation, qu'on cherche également à rendre le plus smooth, le plus rapide possible, en fait, le plus simple possible, pour essayer d'avoir un time to market le meilleur possible et les investissements les plus réduits sur cette phase d'industrialisation, qui sont quand même, il faut le garder en tête, les coûts d'industrialisation sont quand même toujours plus élevés que les coûts de prototyping sur ce type d'algorithme, surtout quand on déploie en edge, où pour le coup on a des coûts de déploiement assez importants en fait, sur les différents sites. Donc il est vraiment important d'essayer d'être le plus optimal possible sur cette phase de déploiement, d'où l'idée de capitaliser sur une plateforme centrale. Et en tout cas, je vous recommande cette technique-là parce qu'elle marche vraiment en tout cas très bien au niveau du groupe Suez. Exactement, merci pour ce retour. Alors en conclusion, moi ce que je peux vous partager évidemment, on a aidé Suez, Nicolas et ses équipes, les équipes Data Science aussi, à mettre en place tout ça, mais finalement les éléments, je reviens sur ce slide, c'est tout bête, mais l'idée c'est la question auquel finalement on a essayé de répondre, c'est de se dire, est-ce que l'IA et l'IoT finalement favorisent les opportunités, créent de la valeur dans l'entreprise? La réponse est oui. Maintenant, ça c'est facile à dire, mais c'est le comment. Et avec cette plateforme, je reviens sur le petit slide de la plateforme Code AI, finalement, le fait de s'organiser en plateforme, et rappelez-vous, c'est la première chose, la plateforme, c'est pas qu'une plateforme technique. Évidemment, il y a une plateforme technique pour l'industrialisation, pour que les data scientists puissent coder, puissent stocker et accéder aux données. Mais c'est avant tout aussi du processus, de la gouvernance qui a été mis en place. Donc vraiment, voilà. C'est vraiment un point important que je ne vais réinsister encore, c'est que toute la partie en fait, gouvernance
pour ce qui est disponible en termes d'application, ce n'est pas juste pour les data scientists, c'est ouvert à tous les employés Suez, notamment côté métier, côté en fait, ceux qui gèrent en fait, les réponses aux appels d'offres, parce qu'on répond à des appels d'offres dans le domaine de l'environnement, ils peuvent, ceux qui répondent aux appels d'offres, choisir quelles applications inclure dans leurs appels d'offres, parce qu'ils ont du coup un catalogue de tout ce qui est disponible en termes de data science au niveau du groupe. Exactement. On n'a pas mis de screenshot de la plateforme, mais en fait, vous voyez l'Apple Store ou le Play Store que vous avez sur votre mobile, ou si vous êtes adepte du cloud Microsoft, la marketplace de Microsoft, en fait, ça ressemble, je ne vais pas dire comme deux gouttes d'eau, mais on a été fortement inspiré de ça, et finalement, ça donne un portail vraiment qui est utilisé en interne. Allez, on va finir juste avec une citation. J'ai démarré avec Saint-Exupéry, on peut terminer avec Abraham Lincoln, et après on va prendre quelques questions. Mais voilà, dites-vous bien, finalement, créez les opportunités, mais outillez-vous pour pouvoir le faire. Ça ne se fait pas tout seul, il y a de l'expertise, de la technologie, mais c'est possible, on peut faire des jolis cas d'usage. Et évidemment, donc on va prendre quelques questions très spécifiques pour Nicolas, mais on a reproduit, alors c'est pas du tout le même cas d'usage, voilà, c'est beaucoup plus simple, on a fait ça avec des bonbons, mais on a reproduit un petit peu l'architecture assez simplifiée sur le stand d'Avanade en G09, hein, ça doit être, vous allez tout droit, vous allez nous trouver, et vous pouvez venir, on peut vous expliquer comment ça marche techniquement, si vous êtes intéressé par la technique, ou évidemment, Nicolas, je pense que tu seras là sur le salon aujourd'hui, venir discuter de ces sujets-là. Mais on peut prendre quelques questions. Il y a un micro juste là, pour la retransmission, si vous voulez aller jusqu'au micro qui est au milieu pour poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Merci tout d'abord, Nicolas, pour votre présentation. Super sujet, très intéressant. Une petite question concernant l'intégration matérielle dont vous avez parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, votre plateforme bénéficie des dernières fonctionnalités de mutualisation des performances graphiques, en fait, avec les technologies de conteneurs que NVIDIA propose, ou ce n'est pas encore le cas? Les fonctionnalités de MIG. Alors, sur du NVIDIA, on essaye d'être le plus bagnot, c'est-à-dire qu'on utilise TensorRT pour l'inférence, pour le coup, donc il y a tout ce travail de conversion et d'optimisation de l'algorithme pour qu'il performe super bien avec TensorRT. Après, on travaille en effet, si c'est le sens de votre question, avec aussi d'autres technologies de NVIDIA, notamment pour gérer les flux vidéo, parce que l'objectif, c'est que la même box gère à terme plusieurs caméras, rappelez-vous le Edge. Donc par exemple, on utilise les fonctionnalités DeepStream, on a testé différentes façons, on a même fait du do-it-yourself, et finalement DeepStream est très bien. Donc là, alors c'est pas forcément des containers, mais en effet, on utilise certaines technologies de NVIDIA pour gérer les flux vidéo. Oui. Une deuxième question qui est très liée à celle-là, c'est aujourd'hui l'architecture des devices, c'est du x86 classique, enfin, ou c'est de l'ARM en termes de microprocesseurs? Là, on est parti sur du x86. Pour le coup. Mais parce qu'au départ, en plus, on voulait vraiment faire du Windows, parce que c'est bien beau de déployer, parce que c'est des PC au final, tout simplement. C'est qu'à un moment, il y a des administrateurs qui doivent faire du patch management, vérifier la sécurité, faire de l'inventaire, vérifier que ça marche bien, que le CPU n'est pas trop haut. Et chez Suez, tous les admins font ça sur des systèmes Windows. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on était parti sur x86 dès le départ. Très bien, merci. Il y a un point intéressant sur la partie optimisation des algorithmes aussi, c'est qu'en fait, on a un premier cas d'usage, on utilise les caméras pour faire ce contrôle qualité, mais du coup, ça donne d'autres idées au métier pour, via les mêmes caméras, faire d'autres actions dont je ne peux pas parler, mais avec d'autres algorithmes de machine learning, et donc ce qui vont tourner sur le même matériel, d'où l'idée d'optimiser au maximum pour essayer de rentabiliser le plus possible cette installation. Exactement. Oui, il y a un peu d'ingénierie sur le Edge pour pouvoir préparer l'avenir. À un moment, il faut faire un bon design, une bonne architecture pour pouvoir préparer l'avenir. Mais bon, peut-être l'année prochaine, un nouveau retour d'expérience pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, vous parlez de Edge, mais comment vous remontez, sur quelle technologie vous remontez les informations? En Wi-Fi, en LP WAN, en 4G, comment se remonter les informations dans le cloud? Oui. C'est tout simplement on utilise le réseau industriel qui était monté chez Suez, qui est en base ADSL, tout simplement. Voilà. Sur la plupart des sites, il y a quelques sites qui sont exceptions à utiliser de la 4G, parce qu'il n'y a pas de réseau, mais la plupart sont branchés au réseau Internet. Je voulais comprendre comment vous avez géré la labellisation des données d'entraînement. Est-ce que les données d'entraînement sont labellisées dans la plateforme par les métiers, ou est-ce que vous recevez les données labellisées dans la plateforme? En l'occurrence, c'est une très bonne question. Sur ce cas d'usage-là, on a confié en fait les images à un prestataire externe qui a labellisé sur sa propre plateforme. On a récupéré en fait les images labellisées, mais c'est un des sujets d'investissement
en cours de monter notre propre plateforme de labellisation. Parce qu'aujourd'hui, quand on a plusieurs cas d'usage de data science, et surtout sur des algorithmes de computer vision, on va recevoir du coup des labels à des formats divers et variés. Donc on veut changer la mécanique, avoir notre propre plateforme de labellisation et faire en sorte que les prestataires travaillent sur notre plateforme. Pour l'instant, on ne l'a pas, elle est en cours de montage, mais c'est l'étape d'après, en effet, sur la plateforme CodeAI, c'est d'avoir sa propre plateforme de labellisation. Ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme CodeAI, d'un point de vue technique, elle est faite pour justement avoir des nouvelles fonctionnalités. Là, en l'occurrence, la dernière en date qui a été mise, c'est ce côté IoT pour pouvoir descendre justement sur la production. Et il y a plein de projets qui arrivent. Elle continue à évoluer. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et après, on sera juste dans le timing. Voilà, monsieur, vous avez la question de la fin. Il y a un petit côté The Voice intéressant. Ouais. Merci pour votre présentation. Est-ce que parmi les projets prototypés puis industrialisés, ne vous concentriez-vous que sur la partie qualité machine vision? Est-ce que vous voulez aussi anticiper la partie taux de rendement synthétique, optimisation des performances machines? Il y a vraiment de tout en termes de cas d'usage. Des algorithmes de maintenance prédictive, par exemple, on en a plusieurs, en effet, pour éviter en fait des blocages de machines, pour éviter des surchauffes de composants. On a un certain nombre d'autres algorithmes qu'on a déployés ou qui sont en cours en fait, d'industrialisation sur ces problématiques-là. J'ai cité un cas d'usage de contrôle qualité, mais c'est vraiment des use cases très très variés en fait. Eh bien, je te remercie en premier lieu, Nicolas, pour ce retour d'expérience. C'est toujours bien d'avoir vraiment quelqu'un du terrain qui vient vous parler de ce qu'il a vécu. Évidemment, nous, on était à ses côtés pour l'aider technologiquement là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi cette session. Et puis, n'hésitez pas, G09 pour venir voir la petite démo. Merci.